Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du jour. Le Fait du jour est évidemment consacré à tous les problèmes qui se posent en ce moment, et notamment dans les banlieues, mais aussi à l'ensemble des problèmes d'insécurité, de mafia et d'autres agissements criminels qui, dans le globe, sont maintenant quelque chose de très répandu. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Hofer. Bonjour. Donc, vous êtes criminologue, j'allais dire criminologue, non, quand même pas. Criminologue, professeur à Paris 2 et auteur d'un nombre important d'ouvrages. Je vais en citer quelques-uns. L'Atlas de l'islam radical, c'est le dernier qui est paru aux éditions du CNRS. La criminalité organisée dans le chaos mondial, les mafias, les triades, les cartels et les clans. La Camorra, une mafia urbaine. L'énigme Al-Qaïda et le grand réveil des mafias. Alors, tous ces ouvrages, bien entendu, embrassent un paysage très vaste, mais nous allons commencer par un paysage plus proche, puisque naturellement c'est l'actualité, c'est cette fameuse scène d'émeute, ces scènes d'émeute de Villiers-le-Bel, qui ont donné lieu, une fois encore, à tout un déballage d'idées plus ou moins justes et plus ou moins fausses à propos de l'origine de ces émeutes et de la façon dont il faut les interpréter. Aujourd'hui, les choses semblent, je dis bien semblent, s'être calmées. Il semble également que ce soit l'imposant dispositif policier qui a été déployé qui soit à l'origine de cela. Est-ce que c'est une situation encore très déséquilibrée ou est-ce que vraiment le déploiement policier a pu venir à bout de cette émeute? Il faut savoir une chose. Dans un premier temps, c'est que ce qui se passe à Villiers-le-Bel, ce qui s'est passé il y a 2 ans, a pour origine un pur et simple prétexte. Il est évident que des gens, quelle que soit l'atrocité de perdre un enfant, qui sortent de ce choc-là, ne vont pas immédiatement se précipiter, prendre un fusil et s'amuser à tirer sur les policiers. Donc il y a 2 réalités bien distinctes. Il se produit de temps en temps, dans les quartiers en question, comme partout en France, des incidents ou alors des drames. Et à chaque fois, vous avez de petits noyaux d'individus qui prennent prétexte de ces incidents ou de ces drames, une voiture de police qui va heurter une mobilette ou alors quelqu'un d'écrasé ou quoi que ce soit, et qui déclenchent des émeutes. Il faut savoir à ce propos un certain nombre de choses. Premièrement, c'est que les émeutes en question ne sont en rien liées à quelque problème social que ce soit. Vous avez d'un côté des gens qui vivent dans des environnements qui ne sont pas toujours très agréables, qui ne gagnent pas exactement autant d'argent qu'ils voudraient, dont la situation sur le territoire français est plus ou moins licite ou légale, et puis de l'autre côté, vous avez les bandes criminelles. La preuve de ce que je dis en est que si jamais c'était la misère, vous savez, la vieille vision hugolienne, Jean Valjean, là, qui vole un pain qui est envoyé au bagne pour le restant de ses jours, si jamais c'était la misère qui provoquait le crime, Jean Valjean qui volait le pain en question, naturellement, car il avait faim, il ne le volait pas pour le revendre. Donc, si c'était ça, la misère causerait le crime, vous auriez non pas la périphérie des grandes villes en flammes, vous auriez la périphérie des petites villes de province. Pourquoi? Parce que la vraie misère en France, les gens qui ont le moins, statistiquement c'est l'INSEE qui le dit, qui ont le moins d'argent pour vivre, sont les ouvriers agricoles. Les gens les plus misérables vivent dans la périphérie des petites villes campagnardes. Ils sont dans la périphérie de Fougères, à 20 km de Montauban, dans des endroits comme ça. Et eux sont vraiment misérables, au sens de la misère sociale. Avez-vous jamais vu ou entendu parler d'une émeute du fait de ces gens-là? Naturellement, non. Évidemment. Car dans la périphérie des grandes villes, et s'agissant des cités dont on nous parle tout le temps, les bosquets à Montfermeil, la pyramide à Évry, etc., à Stein, le Clos Saint-Lazare et autres, qui sont en réalité des espèces de fiefs criminels, des cours des miracles, quand on ajoute le fait que les gens payent leur loyer quand même assez rarement dans les cités HLM en question, qu'ils ont toutes sortes de prestations sociales, qu'ils ne payent pas la télévision, qu'ils ne payent pas ceci, qu'ils ne payent pas cela, on arrive à un niveau moyen, j'allais dire, d'aisance, qui est quand même nettement, tout en restant modeste, mais qui est quand même très nettement supérieur à celui des ouvriers agricoles du fin fond de la province française. Donc, premièrement, ça n'est pas lié à la misère sociale. Deuxièmement, quand il y a des émeutes comme cela, il y a forcément préméditation. Préméditation, car
quand quelqu'un perd un enfant, je veux dire, toute personne ayant un enfant en France, et on rougit d'avoir à énoncer des évidences pareilles, n'a pas un fusil sous son lit, histoire de déclencher une émeute si jamais l'enfant en question passait sous une voiture de police ou autre. Donc il y a, au sens originel du terme, préméditation. Vous avez des gens qui sont équipés, qui ont des moyens qui leur permettent de déclencher des émeutes à tout bout de champ, et quand ils en ont le prétexte. Et quel est l'objectif alors de déclencher ces émeutes? Certains disent, dont je crois que vous êtes, qu'il s'agit de protéger les commerces, entre guillemets, c'est-à-dire des trafics. Mais est-ce que c'est la bonne manière de se protéger, de déclencher des émeutes? Est-ce qu'au contraire, ça n'est pas plutôt la discrétion et le silence qui protègent le mieux les trafics? Bien entendu que non, bien entendu que non, parce qu'à partir du moment où vous avez une affaire comme celle qui vient de se passer, vous allez avoir 1000 policiers pendant une semaine, allez, pendant 2 semaines. Et puis après ça, le préfet, discrètement bien entendu, va recevoir une consigne du type « Dites donc mon vieux, c'est bientôt les élections municipales, et si on ne veut pas que le Front National fasse 40% des voix, ben vous allez les laisser tranquilles, ces gaillards-là, et donc vous avez 1 semaine ou 2 semaines d'agitation, et après ça, vous avez 1 an de merveilleuse tranquillité devant vous pour faire tous les deals et tous les trafics dont vous rêvez. » Ça va de soi. Alors aujourd'hui, la mission de lutte contre... Non, je vous laisse bien entendu poursuivre, mais je voulais simplement, à propos des trafics, dire qu'il y a une évaluation qui a été faite, je ne sais pas si elle est réaliste ou pas, et on estime, cette mission de lutte contre la drogue, estime que les trafiquants de drogue ont fréquemment un revenu qui est de l'ordre de celui d'un PDG d'une entreprise de 2000 salariés. Est-ce que c'est réaliste selon vous, ce type d'estimation? Voilà, donc ce que je voulais dire d'abord est que pourquoi est-ce qu'il faut un prétexte? Vous auriez pu me dire, mais oui, mais ils n'ont qu'à déclencher des émeutes comme ça, à vide. Non, parce qu'une bande criminelle, ça a toujours un effectif réduit. Et de 7, 8, 10, 12 individus. Et naturellement, ça ne suffit pas même pour s'opposer à l'effectif d'un commissariat de police. Il faut un prétexte, comme la mort des 2 malheureux gamins en question, pour agréger autour de soi les 100 ou 200 individus et déclencher après ça une émeute qui permettra d'atteindre le résultat visé, à savoir faire en sorte que la police évite le coin dans les mois et même dans les années, si ça se trouve, qui suivent. Alors, s'agissant de l'argent du crime, c'est encore naturellement bien plus que tout ça. Il n'est question que d'un seul produit toxique, le cannabis, et c'est celui qui coûte et qui se vend le moins cher. Pour vous donner un chiffre macroéconomique, la route des Balkans, la fameuse route qui importe l'héroïne depuis l'Asie du Sud-Ouest et à travers la Turquie jusqu'à nos banlieues et puis à celle de toutes les grandes villes en Europe. La route des Balkans en question, il y a des estimations qui ont été faites sur la quantité d'héroïne qui circulait et sur le prix de cette héroïne et sur tout l'environnement, les profits, ce que ça coûte, combien ça coûte à faire, etc. Et c'est très long et très complexe, naturellement, mais on a de bonnes informations quand même. Les polices, des pays balkaniques qui ne sont pas toutes idéalement honnêtes, et voilà, mais quand même, ils ont de bons experts. Et à l'heure actuelle, là, en ce moment, quand on parle, les profits, les bénéfices d'un seul mois de trafic d'héroïne, donc d'une seule drogue sur une seule route, la route des Balkans, c'est de l'ordre de 120 à 130 millions d'euros par mois de bénéfices. Donc, il est évident que quand, après ça, l'Union européenne ou le FMI parle de microcrédit de 1000 $ ou de 2000 € pour le paysan albanais il rigole, vous comprenez, mais il prend l'argent parce qu'il est poli, hein, mais naturellement c'est il gagne beaucoup plus autrement. Voilà. Et est-ce que cette histoire, finalement, qui s'est déroulée à Villiers-le-Bel, est en quelque sorte, non pas le modèle, mais la suite d'autres modèles qui s'étaient, par exemple, en 2005, déclenchés? Parce qu'en 2005, il y a eu quand même un embrasement beaucoup plus général. Mais c'est parti de la même manière, et à votre avis, ça a été organisé dans les différentes cités où ça a eu lieu de la même manière aussi? C'est pas tellement organisé. Il y a un noyau qui va prendre l'initiative de déclencher l'émeute, et à partir de ce moment-là, nous vivons dans une société qui fonctionne en réalité comme un banc de poissons. Tout le monde a des téléphones portables, donc vous avez rapidement, par téléphone portable interposé, l'avertissement que l'émeute est lancée, sa progression est au sens strict du terme exponentielle. En 10 minutes, vous avez 150-200 individus qui sont prévenus, alors on y va, on se retrouve à tel endroit et tout. Et donc à partir de ce moment-là, ça se déclenche. La grande différence avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est que
Je ne sais pas si ça va durer, et de toute manière, la perfection n'existe pas en la matière, mais il y a quand même un progrès sensible, parce qu'on est sorti de l'angélisme. À partir du moment où vous avez un président de la République, c'est-à-dire le général en chef, qui arrive à la télévision et qui dit « ça n'a rien à voir avec le social, c'est des voyous », eh bien, on est déjà dans la vérité. Et ce qui fait que ça n'a pas proliféré dans les cités et les villes d'à côté, c'est que dès le début, ils ont pris des coups sur la tête et ils sont rentrés chez eux, quoi. Autrement, ça aurait proliféré. Oui. Alors, est-ce que, pour autant, la répression, qui est indispensable et qui semble actuellement porter des fruits, au moins provisoirement, est la solution ou la seule solution? Parce que même si on n'évoque plus la cause sociale, il n'empêche que l'ensemble de ces émeutes, et notamment ceux qui se joignent à cette protestation, obéissent peut-être à un manque de perspective personnelle, peut-être à une forme de reconnaissance qu'ils ont à l'égard, par exemple, de la religion, musulmane en l'occurrence. Enfin bref, il y a quand même toute une série de facteurs. Est-ce que pour autant, le traitement, en quelque sorte policier et répressif, de ce problème est suffisant? Mais parmi les choses, nous les criminologues, on vit là-dedans à longueur de journée, si je puis dire, l'opposition qu'on fait entre prévention et répression est absurde. La répression est une forme de prévention. Si les gens de la cité, à côté de celle de Villiers-le-Bel, ont été prévenus d'agir, c'est parce qu'ils ont vu que la police prenait ça au sérieux et qu'elle intervenait. Et qu'on ne pouvait plus faire le coup habituel de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme, et puis s'en tirer comme ça avec les félicitations du jury. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre. Le principal problème, j'allais dire le seul, est un problème de diagnostic. Les diagnostics ne sont pas faits et sont faits trop tard. Il se passe dans ce pays-là, le nôtre en l'occurrence, des choses invraisemblables. Nulle part au monde, des histoires comme celle-là n'arrivent durablement. Dans tous les pays d'Europe, pour prendre des exemples comparables, on ne va pas comparer la France avec le Turkménistan, pour prendre nos voisins, ceux avec qui on a des frontières communes, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, aucune crise de type crise des banlieues n'a duré plus d'un an ou un an et demi, et ne s'est plus jamais renouvelé par la suite. Il y a eu dans les années 80, notamment en 1986, à Brixton, qui est un des quartiers de la périphérie de Londres, habité par des gens d'origine des Caraïbes, des Jamaïcains notamment, caribéennes. Vous avez eu des émeutes comme ça a duré un an, c'était sous Margaret Thatcher, ça s'est terminé tout de suite et on n'en a plus jamais reparlé. Ce qui se passe en France est inouï car ça dure depuis 28 ans. C'est donc la culture de l'excuse qui expliquerait l'ensemble de l'inefficacité du traitement. Donc le premier élément est, cette enfance est nulle part ailleurs. On parle des originalités françaises, en voilà une, 28 ans. La première émeute, c'était en 79 à Vauchelin. Voilà, c'est ça. Alors premier point, ça. Et deuxième point, à chaque fois qu'une de ces émeutes se produit, c'est un des ressorts du cinéma comique. Vous savez, vous faites ça dans un film, les gens hurlent de rire. Le type qui se cogne dans la porte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, comique de répétition. Voilà. Donc depuis 1979, y compris là, maintenant, en 2007, chaque fois qu'une de ces émeutes démarre, à chaque fois, et là aussi on est dans le cinéma comique, enfin dans le théâtre comique, on est chez Feydeau, le gouvernement est pris avec le pantalon sur les chevilles. À chaque fois, il tombe des nues en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il faut une semaine pour réagir, alors il commence par se demander ceci, se demander cela. Et cette fois-ci encore, comme les fois précédentes, le gouvernement n'a pas été averti, n'a pas été prévenu. Comme je viens de vous le dire, il y a forcément préméditation. Personne ne conserve un fusil sous son lit au cas où son gamin serait tué. Donc il y avait des gens qui avaient préparé ça en attendant l'occasion. Pourquoi ne le savait-on pas? Alors cette fois-ci, ce qui s'est marqué de plus frappant pour l'opinion publique, c'est le fait qu'on a fait usage, que les émeutiers ont fait usage d'armes à feu à direction de la police avec l'intention de tuer manifestement. Et en effet, les blessés policiers ont été particulièrement nombreux. Plus de 120 policiers, je crois, ont été atteints. Est-ce que ça marque là aussi une nouvelle phase dans ce type d'agitation, dans ce type d'émeute? Ou est-ce que, là encore, la prévention, je veux dire, la répression-prévention, puisque c'est ainsi que vous l'avez défini, va faire son effet et qu'ils seront un peu plus prudents désormais? Je veux dire, le fait que ces histoires-là durent depuis 28 ans, et je continue sur le raisonnement, parce que vous allez voir qu'il répond à votre question,
est d'autant plus incroyable qu'en vérité, à qui on a affaire. Nous, imaginez 20 ans à l'Institut de criminologie, le nombre de policiers et de magistrats qui sont passés entre mes mains, comme étudiants. Des centaines. Voilà. Donc on a des contacts sans arrêt avec les gens en question. Avec qui vous avez gardé le contact? Oui, oui, pas tous évidemment, Oui. mais ceux qui nombre. étaient le plus intéressés par les affaires de criminologie sont restés en contact avec moi. Et donc, ça s'est passé de la manière suivante. On a été tenu au courant de cette affaire de Villiers-le-Bel, minute par minute. Bien entendu. Par les intervenants policiers? Oui, qui étaient avec leur téléphone portable sur le terrain. Et tout. Donc, à aucun moment, ça n'a dépassé un effectif de 250 à 300 individus. Jamais il y a eu plus de 250 à 300 individus sur le terrain. Comme Villiers-le-Bel drainait assez large, parce que c'était à la confluence de 2 départements, il y a en gros l'effectif criminel, si vous voulez, d'un département. C'est-à-dire tous les gens qui sont susceptibles de faire des dégâts, de faire des tracas, de mettre le feu à une bibliothèque, étaient là, en gros, entre le 9-3 et le 9-5. Quoi, Donc ils sont venus d'ailleurs aussi pour... Oui. Oui. Mais ils sont venus entre gens qui se connaissaient déjà pour avoir des activités du style deal. Ils n'ont pas dragué les enfants des écoles. C'était les malfaiteurs du coin qui sont venus. On peut donc estimer que c'est l'effectif d'un département. Voilà. Que dans les départements de la périphérie parisienne, dans le 95, dans la Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, etc., il y a à peu près 250 à 300 jeunes gaillards qui sont prêts à en découdre quand il y a une occasion pour le faire. Combien y a-t-il de départements en France où on constate des violences urbaines répétitives? Il y en a 19. 19 et 500 quartiers à peu près qui sont considérés comme des quartiers de non-droit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a au total affaire à un effectif de moins de 6000 personnes. À un moment donné, il est évident qu'il y a un an, ce n'était pas tout à fait les mêmes et dans un an. Eh bien, chose extraordinaire, la France a créé la police moderne. C'est sous Louis XIV qu'a été mis en place la lieutenance de police de Paris. On a le plus vieux système policier du monde, système admiré. Ils sont incapables de venir à bout de gens qui sont entre 5 et 6 000 et qui sont sur une vingtaine de départements français. Alors qu'est-ce qu'il y a? Défaillance du renseignement, défaillance de l'infiltration? Absolue absence, quoi, défaillance. Absence. Rien. Absence absolue. Donc, pas de on politique. espionne les islamistes, et on a raison de le faire. On suit les gens qui font de l'espionnage en France pour nous piquer nos secrets de fabrication. On s'intéresse, aux gens qui sont susceptibles de faire des émeutes également, marins pêcheurs, ceci, cela. Mais les noyaux durs, les bandes des banlieues, la police française n'a aucune espèce de culture et de connaissance de ce que c'est qu'une bande criminelle juvénile. Sur le modèle de ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des bandes en question dans les pays nordiques, il y en a en Angleterre, il y en a en Espagne, il y en a aux États-Unis, évidemment, voilà. En France, on ne fait rien à ce propos. Alors, plus exactement, encore pire, on fait semblant ou on croit qu'on fait. Et en tout cas, on est freiné jusqu'à présent par les fameux effets de la culture de l'excuse qui font que ça n'est pas là officiellement qu'il faut chercher. Alors, nous avons évidemment passé un peu de temps sur cette affaire des banlieues parce qu'elle est importante, elle est d'actualité. Il nous reste encore quelques minutes pour évoquer d'autres sujets, mais il faudra que vous reveniez un jour pour parler plus longuement de tout cela. Al-Qaïda, l'Irak, tout cela, l'Iran, où en est-on actuellement? Est-ce que les menaces terroristes sont toujours aussi fortes, même plus fortes éventuellement? Ou est-ce que la situation est en voie d'être sinon maîtrisée, du moins un peu mieux contrôlée? Non, la situation n'est pas bonne, et elle est d'autant plus dangereuse que, en apparence, nous traversons une phase de rémission. Il y a moins d'attentats, mais naturellement, l'équipe actuelle de la Maison-Blanche a fait quelque chose de très dangereux, à terme, pour elle-même et pour les autres, qui est de mettre son doigt dans la fissure de la digue. Vous avez une digue qui commence à se vendre, vous mettez le doigt, vous espérez que ça va résoudre le problème. Je veux dire qu'à l'heure actuelle, comme à un moment donné nous avons tenté de le faire en Algérie, tous les guérilleros du monde ne sont pas d'inflexibles catons, et donc ils les achètent là. C'est-à-dire que chaque fois qu'un type porte un flingue en Irak, il lui dit voilà $500 par mois, tiens-toi tranquille. D'après les chiffres que j'ai vus, il y en a 67 ou 70 000 qui ont ainsi été recrutés. Sans doute bien plus. Peut-être même plus. Parce qu'il y avait... ça, c'est les 67 ou 70 000, c'est ceux Ce que sont des sunnites. Oui. C'est ceux que l'Amérique recrute officiellement. Oui. Mais, chose moins connue, Saddam Hussein, qui était un grand paranoïaque, avait dissimulé un peu partout en Irak des planques, des cachettes, des souterrains remplis de billets de banque.
Et donc, les États-Unis ont trouvé certaines de ces cachettes qui représentaient plusieurs milliards de dollars en espèces, et ça n'a naturellement pas été rendu aux bonnes œuvres. Et une partie de cet argent, qui n'existe pas en réalité, parce que Saddam Hussein n'est plus là pour se plaindre qu'on lui a piqué ses sous, sert à entretenir les milices et sert à... Vous voyez bien que l'argent du peuple revient au peuple. Exactement. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Alors, il n'empêche que certains experts disent qu'après tout, les Américains ne sont peut-être pas au point de perdre, comme tout le monde l'estimait en Irak, et que la situation pourrait, sinon devenir tout à fait stable, en tout cas commencer à se stabiliser, notamment sur la base d'une partition du pays qui semble maintenant difficilement évitable. Quel est votre sentiment? Mon sentiment est qu'on a déclenché pour dire les choses de façon plus fondamentale, quelque chose a été déclenché le 19 mars 2003 par le tir des premiers missiles sur Bagdad. Cette guerre-là, telle qu'elle a été déclenchée en mars 2003, elle est perdue, une fois pour toutes, en juillet 2003, quand Sergio Vieiro de Mello a été assassiné, le représentant de l'ONU sur place. À ce moment-là, la conception telle qu'elle était, un peu mythique, telle qu'elle s'était bâtie et telle qu'elle avait été vécue par l'équipe de Bush à la Maison-Blanche, elle est perdue. Je veux dire que dans le meilleur des cas, ce qu'on arrivera à faire difficilement et avec beaucoup de peine, c'est de sauvegarder un ensemble branlant. Si vous voulez, on a cassé le vase, et maintenant, tout ce qu'on pourra faire comme petite restauration, ça sera provisoire. Alors, pardon, je vous interromps, mais est-ce que ça n'est pas, là encore, j'ai lu le dernier ouvrage de Bob Woodward, est-ce que ça n'est pas quand même aussi l'échec de la stratégie de Rumsfeld? Certes, le président des États-Unis est le principal responsable par définition, mais quand Rumsfeld se refuse, mais systématiquement, tout au long de l'enquête qu'a fait Bob Woodward, à prévoir qu'il y aurait des soldats en nombre suffisant en Irak, finalement, il porte non seulement la responsabilité, mais on en a l'illustration aujourd'hui, puisque le général Petraeus, qui commande en Irak maintenant, a lui, semble-t-il, décidé d'augmenter les forces par le moyen que vous avez évoqué, c'est-à-dire en engageant les sunnites. Vous savez, je veux dire, l'équation de l'Irak, elle est très simple. Si on veut arriver à stabiliser ce pays, tout le monde la connaît, l'équation. C'est 10 ans, 500 000 hommes. Voilà. On n'a pas 10 ans, on n'a pas 500 000 hommes, on n'y arrive pas. Alors, les États-Unis se lancent à l'heure actuelle dans une politique de recrutement de harkis, pour appeler les choses par leur nom, oui, et massive, et les coûts invisibles de la guerre en Irak deviennent tels que ça commence à obérer. Jusqu'à présent, la guerre, elle était insensible. Les Américains étaient obligés de se serrer la ceinture, si vous voulez. Mais là, les derniers chiffres qui ont été faits par le General Accounting Office du Congrès montrent que, quand on multiplie, on additionne les coûts directs et les coûts indirects de cette guerre, on en est à 720 millions de dollars par jour. Les conséquences, les pensions à payer pour les mutilés, 720 millions. La faiblesse actuelle du dollar, vous savez, elle n'est pas complètement venue du ciel non plus. Et ça commence, les effets, et au bout du compte, c'est ce que cherchait Bin Laden. Bin Laden sait que les États-Unis sont une puissance économique, que c'est subsidiairement une puissance guerrière, mais c'est l'économie des États-Unis qui lui permet d'avoir cette puissance militaire. D'après vous, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour tenir longtemps? Ça, à mon avis, des révisions déchirantes sont à prévoir quand Bush sera parti. Les États-Unis sont une démocratie, on a élu un président, il veut que ça soit comme ça, fort bien, mais je peux vous dire, puisque je travaille dans des équipes à ce propos, que tout Washington à l'heure actuelle est en train de préparer la solution du départ quand Bush sera parti. Un nouveau président serait, voilà, ou une nouvelle présidente, oui, car on ne sait pas encore. Revenons un peu plus près de chez nous, si j'ose dire, en Sicile, le dernier parrain de la mafia, enfin, le parrain de la mafia, celui qui était l'homme clé, a été arrêté. M. Lo Piccolo, c'est d'ailleurs joli, le petit, et le procureur général de l'Italie a dit que la mafia a été décapitée. Alors ça m'a un petit peu fait tiquer, parce que des déclarations comme ça, je crois qu'on en a entendu pratiquement à chaque fois qu'un parrain était arrêté. Est-ce que la mafia est vraiment décapitée? Et deuxièmement, est-ce que les sommes qui ont été avancées sur l'argent récolté par la mafia en Sicile ne sont pas extravagantes? Parce que la Sicile n'est quand même pas un pays d'une richesse extrême. On parle de dizaines et des dizaines de milliards d'euros de dons, entre guillemets, faits à la mafia par les entreprises locales. Donc là aussi le contexte. Hein. Cette histoire de mafia empoisonne tragiquement les Italiens.
ça leur fait une mauvaise réputation, ça les fait passer pour des rigolos ou pour des gens incapables de venir à bout d'un problème qu'ils ont chez eux. Et nous, ça fait 28 ans qu'on s'en tire pas bien avec les violences urbaines, mais eux, ça fait quand même un siècle et demi, quoi. Donc, c'est en train de devenir de l'acharnement dans l'insuccès. Donc, les Italiens qui savent que l'être humain de la société de l'information zappe et qui passe d'un truc à l'autre, donc ils ont trouvé un moyen de corriger le mauvais effet dans l'esprit des gens, c'est que chaque fois qu'ils ont arrêté un kidam, naturellement, ils crient à la victoire et ils hurlent en disant bravo, on a décapité, on a tué. Alors, le citoyen est content, il passe à autre chose. Voilà, ils se passent à autre chose. Donc, mais la tête va repousser, forcément. Mais elle n'est jamais décapitée, par le jour où, dans un contexte tout différent, mais quand même, on peut faire une comparaison, le jour où le président d'Automobile Renault, M. Besse, a été assassiné par action directe, le lendemain, il y avait un autre PDG et il n'y a pas eu une voiture de moins produite dans l'année, naturellement. Ben, la mafia, c'est ça, c'est une société criminelle continue, et c'est pas qu'il va y avoir, c'est qu'il y a, à la minute, hop, il y a un type qui le remplace, et puis voilà, puis ça continue. En tout cas, c'est un changement de management. Changement de management. En tout cas, les méthodes de la mafia réhabilitent quand même, disons-le, sous le mode de la communication, des procédés très anciens, puisque c'est grâce à des pizzini, comme il dit, c'est des petits billets écrits à la main, que le patron de la mafia donnait ses ordres, ce qui prouve que ceux qui ne se sont pas encore mis à l'informatique n'ont pas de complexe à voir. La mafia n'est pas encore tout à fait à l'informatique non plus. Et tous les gens qui n'ont pas envie d'être espionnés ne passent pas par l'informatique, c'est aussi bête que ça. Voilà, et bien écoutez, nous allons mettre un terme à cet entretien, beaucoup trop court à notre goût et à celui de nos téléspectateurs. J'espère que vous aurez un peu plus de temps la prochaine fois pour rester davantage et pour nous parler de l'ensemble des phénomènes de criminalité dans le monde. Je vais vous donner la solution en ce qui me concerne. Faire cet entretien-là en dehors de l'année universitaire. En dehors de l'année universitaire, très bien. Alors les vacances sont le moment bien choisi pour essayer de comprendre un peu mieux la marche du monde. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Merci Xavier Rother d'avoir accepté de distraire ces moments précieux dans un emploi du temps particulièrement chargé. J'espère que nous nous retrouverons donc bientôt et en attendant, soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.